Il y a beaucoup de scientifiques pour qui c'est même encore plus large que la spiritualité. C'est l'idée d'un ailleurs est insupportable parce que la science, en fait, serait une sorte de révélation du monde en tant que tel. Bon, alors ça, c'est une posture qui est possible, mais ce que je voudrais mentionner, c'est que cette posture, c'est une croyance, en fait. C'est une croyance qui est absolument non démontrée, qui, à mon avis, mais ça on en discutera sans doute, est en contradiction avec l'essentiel à la fois de notre histoire et des faits auxquels on tente de s'intéresser. Et c'est une croyance qui, je crois, est relativement violente en réalité, et qui ne s'inscrit pas du tout dans la continuité, hein, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que notre père à tous les scientifiques, Isaac Newton, considérait que l'exégèse de la Bible était une activité beaucoup plus importante que la découverte des lois de la gravitation universelle. Donc, quand Newton hiérarchisait son propre travail, pour lui, c'était tout à fait évident. Ou Leibniz, bien sûr, l'inventeur du calcul différentiel, pour qui l'essai de théodicée, c'est-à-dire essayer de comprendre comment on peut concilier l'existence de Dieu et l'existence du mal, était une question extraordinairement plus importante que de savoir résoudre les équations différentielles ou les principes d'action sur lesquels se fonde aujourd'hui la physique théorique. Donc juste, je ne vais pas être trop long, mais ce que je veux dire en un mot, c'est que tu as raison. Je pense que beaucoup de scientifiques ont une vision scientiste, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la science n'est pas une manière d'appréhender le monde, ce qui est ma vision. Moi, je pense que c'est une manière très belle. Je ne vais pas du tout être négatif sur la science dans cette émission, mais c'est un prisme parmi une infinité d'autres. Nelson Goodman, qui est un autre philosophe, disait, je suis un peu pédant là, je vais arrêter de citer des mecs. Non, vas-y, nous on aime le savoir. Mais en même temps, tout le monde s'en fout, donc c'est pas grave. Non, mais oui. Et donc, moi, ça donne des datas et tout. Et donc Nelson disait, j'appelle par son prénom, mais je le connais pas, hein, il est mort il y a 20 ans, disait qu'en fait, il faudrait reconnaître à la science le droit à n'être pas la seule version correcte du réel. Moi, j'adore cette phrase. Mais oui, parce que c'est pas la moindre rire, en fait. C'est pas la moindre rire. Est-ce qu'un musicien se sent offensé? Est-ce que c'est offenser Mozart ou Beethoven que de dire le monde, ce n'est pas que la musique? Évidemment non, tu vois, évidemment non. Et donc, on y reviendra. Mais je trouve que la question, au-delà de sa dimension vraiment fondamentale et fondationnelle, est importante aujourd'hui parce que, de fait, et je pense qu'on en discutera, la science a quand même, d'un point de vue politique cette fois, et non pas spirituel, partie liée avec un geste qui est plutôt aujourd'hui devenu un geste de domination, un geste de surenchère affirmatrice, et à son corps défendant, hein, parce que la science elle-même n'est pas coupable. Mais il y a quelque chose qui se passe là, qui je crois doit être interrogé en fait. Tous les prismes sont insuffisants, c'est juste ça que je veux dire en fait. Tous les prismes sont insuffisants, et on a beau le chercher, on ne trouvera pas celui qui englobe tous les autres, celui qui contiendra tous nos systèmes symboliques. Et quand tu vas voir un film avec ton gamin et qu'il y a une licorne dedans, c'est un exemple que donne Goodman, tu lui dis pas « Oh, le personnage symbolique de licorne était très mignon ». Ben non, c'était une licorne, c'était une vraie licorne dans une œuvre de fiction. Tu vois ce que je veux dire? Et donc on va pas se demander quel est l'animal qui correspond à ce truc-là. On s'en fout qu'elle n'existe pas dans la nature, qu'on la trouve jamais dans la savane ou dans la forêt. C'est pas grave, dans l'œuvre, elle existe. Et donc on voit bien qu'on vit comme ça dans un enchevêtrement de mondes symboliques et que le seul métacrime qu'on puisse faire aujourd'hui, je crois, c'est de supposer que notre monde techno-matérialo-scientifico-capitaliste est le monde avec un L majuscule. C'est de croire que tout s'effondre là-dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a ailleurs, j'en sais rien. Et d'ailleurs, je ne sais même pas vraiment ce que je crois, mais on s'en fout de ma vie. Ce dont je suis sûr, c'est que heureusement qu'il y a de l'ailleurs, parce que s'il n'y a pas d'ailleurs, on est vraiment foutu en même temps. Je trouve que dans les livres, moi, qui m'ont le plus marqué en tant que livre d'écologie, ce ne sont pas les livres d'écologie. Il y en a des très bons, bien sûr, des très très bons. Mais moi, ceux qui m'ont le plus intéressé en termes écologiques, ce sont des livres qui n'étaient pas du tout écrits pour l'écologie, plutôt des livres d'anthropologie. Il y a Denetem Tuam Bona qui écrit La sagesse des lianes. C'est très intéressant sur le concept de subversion, c'est-à-dire comment tenter de neutraliser un adversaire qui est trop fort pour l'affrontement direct. Et récemment, les livres, je l'ai cité tout à l'heure, de Mohamed Amer Mesian, qui plaide pour ce qu'il nomme une anthropologie métaphysique, donc le bord des mondes, les dragons qui vivent sous terre, qui est une sorte de manière de se dire que, si vous voulez, l'anthropologie usuelle de l'Occident consiste à ne donner existence qu'aux humains, essentiellement. Descola, très grand anthropologue, a élargi ça en donnant peut-être... en reconnaissant le droit d'être des non-humains
et peut-être même des noms vivants, par exemple, des droits à une montagne, un fleuve, c'est très à la mode en ce moment, c'est très bien. Et on peut aller encore au-delà, en fait, en se disant, oui, mais et l'invisible, ce qu'il appelle la dimension métaphysique. Et ça, c'est très intéressant, parce que pour la grande majorité des cultures humaines, ça fait sens. Alors bien sûr, nous, les physiciens, on va dire, non mais attendez, croyez quand même pas vraiment qu'il y a un dragon sous terre, là. Si on creuse un puits avec nos grosses machines, on ne va pas trouver de dragon. Oui, je sais bien qu'on ne va pas trouver de dragon, mais ce n'est pas le régime ontologique suivant lequel certains et certaines parlent de dragon sous terre. Et ça, je trouve que c'est un geste vraiment intéressant. Oui, très bien.